Bonjour à toutes et à tous. De Monsieur Philippe Guillaume, nous avons le plaisir et la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Monsieur Philippe Guillaume est ingénieur civil, issu de l'ULG, excusez-moi, de Liège, et a terminé en 80 et a terminé en 82 l'IAG, donc il a aussi également une formation en gestion, tout comme vous. Aujourd'hui, il va avoir le plaisir de partager avec vous l'expérience qu'il a acquise durant déjà un certain nombre d'années. Aujourd'hui, M. Guillaume est non seulement IAG Fellow, c'est-à-dire qu'il a été reconnu officiellement par l'IAG comme étant quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de l'informatique de gestion. Donc c'est aussi à ce titre qu'il est notre invité aujourd'hui. Il est également président de la division Suppliers de la FEBIAC. La FEBIAC, si vous connaissez, c'est la Fédération belge de l'industrie automobile et du cycle, si je ne me trompe pas. Et à ce titre, il est également membre du conseil d'administration. Et surtout, il est IBM Partner, comme vous le voyez, pour la partie Global Business Service en Belgique. Il est le Industry Leader, comme vous le voyez. Alors, APIX, ICB, ça ne sait plus. APIX, c'est une association américaine qui délivre des certificats sur la gestion de la production, en fait. Ah, d'accord. Ben, voilà. Donc, je me laisse bien volontiers la parole. Il va vous entretenir sur la gestion des systèmes d'information. Alors, nous ferons un petit break vers 9h45 de 5 à 10 minutes, et puis nous reprendrons jusqu'à 10h30. En attendant, je vous souhaite une bonne conférence et je remercie déjà Philippe Guillaume de bien vouloir faire cette conférence pour vous tous. Merci Jean. Attendez la fin avant d'applaudir, hein. C'est une recommandation que je vous fais. C'est comme au théâtre, hein. On n'applaudit pas au début normalement. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout quelques semaines avant le début des grandes opérations. Hein, donc de vous voir encore si nombreux, c'est plutôt encourageant, c'est très bien. Je vous signale qu'aujourd'hui on est filmé, moi un peu plus que vous, mais peut-être vous aussi, donc soyez prudents. Les fauteurs de troubles seront quand même identifiés dans la foule, comme dans les grands stades. Bien, gestion des systèmes d'information. Alors voilà un peu le menu que je vous propose. On va parler un petit peu des tendances dans le marché de l'informatique. Je voudrais discuter avec vous brièvement du rôle et de l'impact de l'informatique tel que vous le percevez aujourd'hui et je pourrai guider un peu vos réflexions. On abordera surtout le cœur de la présentation qui est le modèle TCO, Total Cost of Ownership. Et je pense que là, autant les gestionnaires que les informaticiens s'y retrouveront. On prendra un exemple un peu plus concret qui est l'exemple de l'implémentation de package et le type de savings que l'on peut réaliser en utilisant une méthodologie de type et une approche de type TCO. Et je voudrais aussi, ce n'est pas sur l'agenda quand même, vous parler d'un thème très à la mode et surtout dans le domaine industriel. C'est ce qu'on appelle l'alignement de l'informatique sur les défis du business. Et je voudrais vous montrer quelques outils, quelques méthodologies qui peuvent supporter cette approche. Alors, Trends and Direction. Ça, c'est un slide que j'ai repris d'une visite dans un laboratoire de recherche fondamentale. IBM en a deux, dont un à Zurich, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans. Et je voudrais attirer votre attention sur le point en haut à gauche, nanotubes. La nanotechnologie, je présume que vous avez déjà un peu entendu parler de ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, nanotechnologie? On dort encore, c'est lundi matin. On a fêté le standard. Nanotechnologie, non pas vraiment. Nano, c'est quoi nano? Micro. Milli, micro, nano, 10-9, 10, oui, non, ça ne vous dit rien, pas spécialement, non. Donc 10-9, donc c'est les dimensions. Donc un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Hein. Et donc, ce que ce slide dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, pas uniquement en informatique, bien entendu, mais on travaille au niveau de la nanotechnologie. Et pour vous donner une idée, la nanotechnologie, en gros, travaille au niveau d'une molécule. Une molécule, c'est en gros quelques nanos, quelques dixièmes de nanos, mais enfin bref. Donc, on travaille au niveau de la molécule. Alors, pour vous donner une idée, en informatique, vous avez certainement déjà entendu parler de transistors, de thyristors, de diodes. Hein. Une diode, en gros, c'est un bloc de métal, hein, où on s'est arrangé pour qu'il y ait des trous positifs d'un côté et des électrons de l'autre. Et vous avez ici une couche que l'on rend ou non passante suivant certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Mais vous devez vous dire que maintenant,
avec la nanotechnologie, on arrive à constituer des couches. Dans le passé, on avait un ensemble de molécules qui se mettaient au niveau de cette couche-là. Hein, et vous aviez une bonne dizaine de molécules qui se mettaient. Et donc, on était certain qu'à un moment donné, cette couche était passante ou non passante. Quand on travaille en nanotechnologie, ça veut dire que je peux me retrouver dans une situation où je n'ai plus qu'une seule molécule. Et puis, pas de chance, à un moment donné, je n'ai pas de molécule. Et donc, ça demande des défis particuliers. Ces défis sont un petit peu mentionnés là. Vous voyez des technologies comme les carbone nanotubes, comme les millipides, etc. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça que je voudrais surtout souligner avec vous, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je me souviens d'une annonce chez IBM, de nouveaux disques de capacité X, peu importe. Hein. Et le gars qui nous faisait cette annonce-là nous avait dit, écoutez, c'est pas compliqué, l'évolution de la capacité disque, ou de la mémoire, si vous voulez, hein, elle est exponentielle. Et à l'époque, il fait son annonce et il nous dit, vous savez, de ce que l'on sait aujourd'hui qui va venir en production, de ce que les laboratoires sont en train de développer et qu'on mettra en production dans 4 à 5 ans, on n'a aucune raison de penser que l'évolution exponentielle va s'arrêter dans les 5 années qui viennent. Ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 2 ans à Zurich, on m'a fait exactement le même dessin. Et on travaille pour le moment au niveau de la nanotechnologie et donc de la molécule. Et donc on met en place des nouvelles technologies, des nouvelles techniques qui permettent aujourd'hui de penser que la miniaturisation ne va pas s'arrêter dans les 5 années qui viennent. Alors la question qui est là derrière, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toute cette miniaturisation, en dehors du beau GSM qui intègre la musique, le film, la caméra, etc., etc. Donc la tendance technologique est là. Bien, maintenant, role and impact of IT. À quoi ça sert l'informatique? Donc voilà un peu le menu. Je voudrais vous demander à quoi ça sert l'informatique, quel est le business context, hein, et puis on passera en revue les autres questions tout à l'heure. À quoi ça sert l'informatique d'après vous? Parlons-en un peu. Des idées en ce lundi matin? Quelqu'un a une idée? À quoi ça peut servir l'informatique? Très basique. Il faut se lancer le premier. Il y en a un ou une qui doit se lancer le premier. À quoi ça sert l'informatique? Pas vraiment d'idée. Personne qui se lance? Ça sert à rien. On remballe tout, on retourne à la maison et on parle d'autre chose. Bon. Devant un tel enthousiasme, on va essayer de faire ça ensemble. Alors, on peut parler d'automatisation. Hein? On automatise. On automatise quoi? Allez, essayez un petit peu de rentrer dans le bain. On automatise quoi? La gestion. J'ai entendu une voix là sur ma droite. On automatise la gestion et essayons de préciser un petit peu la gestion. Qu'est-ce qu'on entend exactement par gestion? En fait, l'informatique avait démarré, on peut refaire l'histoire comme on veut, mais il y a 30-40 ans à peu près, en automatisant quoi au début? Quel était vraiment le fondement de l'informatique, qui se retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs dans l'organisation des sociétés malheureusement trop souvent. Qu'est-ce qu'on a d'abord automatisé foncièrement? Pardon? La production. Production, très bien. Mais c'est peut-être pas nécessairement avec ça que l'informatique a vraiment pris son envol. Qu'est-ce qu'on a encore automatisé? Stockage des données. Je ne pense pas qu'on ait automatisé, c'est peut-être un autre domaine. Qu'est-ce qu'on a automatisé, surtout il y a 30-35 ans? Foncièrement, l'informatique a démarré avec la comptabilité. Hein, quand on parle de gestion, en fait, je présume que c'est un petit peu à ça que l'on pensait. On a commencé par automatiser la comptabilité. Hein.
réalisé. Et vous avez aujourd'hui dans la plupart des sociétés un chaos informatique qui est dans certains cas absolument. On se demande parfois, d'ailleurs, je ne vais pas citer de nom, mais on se demande comment certaines sociétés peuvent survivre avec un chaos informatique tel quel. Rajoutez là-dessus la globalisation dont on a parlé, rajoutez là-dessus le besoin de faire communiquer extra-entreprises, rajoutez là-dessus la miniaturisation qui donne des capacités de stockage de données phénoménaux, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ans, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, et notamment pour ceux d'entre vous qui sortiront en informatique de gestion, vous avez quand même des challenges très sérieux pour reprendre en main ces situations-là. D'autant plus sérieux que vous allez vous heurter à 30 ans d'existence et que vous n'aurez jamais le budget en rentrant dans votre société pour dire j'élimine tout, je repars à zéro. Jamais les budgets pour faire ça. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'aujourd'hui, et je suis très satisfait que sans doute aucun d'entre vous n'a appris le COBOL, mais je peux vous dire que la base installée COBOL, notamment dans les banques et les assurances, est loin d'être petite. Et donc il faut quand même continuer de vivre avec cette situation. Alors qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui dans les communications extra-entreprises? Donc on met en place des architectures, mais ces architectures ont très significativement évolué. Mais j'aime bien ce slide, il date d'à peu près 5 ans, même un peu plus, 7 ou 8 ans même. Mais il montrait déjà la vision que Gartner, qui est une société donc, de consultance et d'observation du marché informatique, on mettait en place donc, ce qu'on appelait des message brokers, que vous avez peut-être eu l'occasion de discuter déjà dans vos cours. On mettait en place des message brokers, mais l'objectif foncier des message brokers n'était pas de travailler à l'intérieur de la société, mais de pouvoir mettre en place précisément des systèmes de communication à l'extérieur de la société. Je ne sais pas s'ils ont vu Message Broker, oui, non, pas vraiment, un peu quand même, non, pas vraiment. Ok, donc oui. Okay. Donc gestionnaire de messages et qui permet donc de mettre en place des communications surtout extra-entreprises. Et jusqu'à un point où on parle aujourd'hui, peut-être l'acronyme vous dit quelque chose, SOA, Service Oriented Architecture. Le principe du SOA, c'est typiquement effectivement de délivrer des services via Internet et ces services sont accessibles. Vous envoyez un message vers l'adresse Internet, vous satisfaites à un certain nombre de critères, identification, abonnement ou que sais-je, et vous recevez une réponse en retour et cette réponse est traitée. On reviendra un petit peu là-dessus. Bien. Donc, aujourd'hui, on parle d'intégration extra-entreprise. Dans le passé, on avait des techniques de connectivité qui permettaient d'envoyer un fichier de temps en temps par le câble. J'ai encore connu, sans vouloir jouer aux vieux soldats, j'ai encore connu les systèmes où quelqu'un se baladait avec une bande, une grosse bande, qu'on allait replacer sur un lecteur de bande, là, et c'est comme ça qu'on échangeait les données. Mais c'était purement de l'échange de données. Ce que vous voyez dans ces deux triangles-ci, c'est qu'en fait, les sociétés, de plus en plus, mettent en commun, dans le top des pyramides, les process et les applications. Donc c'est ce qu'on situait tout à l'heure, automatisation, par exemple, de la comptabilité ou des processus de ce qu'on a appelé la gestion. Donc je vais faire un processus à un moment donné de prise de commande, et à un moment donné, dans la prise de commande, je me pose la question, est-ce que le produit est en stock? Mais le stock est peut-être géré par une société tierce. Vous voyez de plus en plus de sociétés qui font appel à des sociétés tierces pour gérer leur centre de stockage, pour gérer leur logistique. Et donc, ça veut dire que l'information sur la donnée logistique ne se trouve pas sur le système de la société, mais sur le système de la société logistique, du partenaire logistique. Et donc, il faut à un moment donné débrancher dans le processus de prise de commande, aller poser la question au système du logisticien qui va donner sa réponse et puis on peut continuer le processus de prise de commande. Et donc, en fin de compte, c'est ça que ces deux pyramides expliquent, c'est qu'à un moment donné, des sociétés réfléchissent, et ça existe aujourd'hui clairement, à intégrer leur processus au travers d'une chaîne globale. Jusqu'à un point où certaines sociétés réfléchissent aussi à mettre en place les contrats. Donc il y a un contrat qui existe entre deux sociétés, je le mets sur un site commun. Et on commence déjà à ne plus se disputer pour savoir quelle version de contrat on a signé. Et ces contrats peuvent contenir des conditions de rebate, de discount, peuvent contenir des conditions de facturation, peuvent contenir un certain nombre d'informations qui sont importantes pour les deux sociétés pour faire leur propre gestion. Ok, bien. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les demandes du marché, c'est d'être rapide, d'être le plus léger possible et d'avoir une certaine agilité. On a parlé un petit peu de réactivité. On traduit ça aujourd'hui en termes d'agilité. Donc, il faut qu'une société soit agile et soit capable donc, de réagir très vite, d'avoir beaucoup de flexibilité. Par contre, l'informatique, avec le passé et les boulets qu'elle traîne derrière elle, de loin ne démontre pas le niveau d'agilité et de flexibilité nécessaire.
sur l'automatisation, il y a un phénomène aussi, lorsque les sociétés, et on reviendra là-dessus en fin de présentation, lorsque les sociétés donc peuvent se racheter les unes les autres avec l'ambition de créer des masses critiques nettement plus importantes et de pouvoir en bénéficier, avec l'ambition aussi d'étendre l'intégration verticale de la société, hein, c'est-à-dire que ce que je ne sais pas faire mais qui est critique comme matière première ou comme partie du développement de mes produits, je vais peut-être essayer de le racheter, ou au contraire je vais créer des partenariats stratégiques. Hein. Et donc qui dit développement de partenariats stratégiques dit immanquablement besoin de communication, besoin d'automatisation, mais en dehors de la société. Et donc on va commencer à intégrer des processus. Dans le passé, on intégrait un processus bien gentil à l'intérieur de la société. Demain, on va intégrer des processus en dehors de la société. Prenons l'exemple du secteur automobile que je connais un peu mieux. Aujourd'hui, le secteur automobile, comme par le passé d'ailleurs, réalise ce qu'on appelle des crash tests. Donc Mercedes, pour prendre un exemple très précis, crache un certain nombre de Mercedes. Lorsqu'on annonce un nouveau véhicule, on va le crasher pour voir comment le véhicule se comporte. Vous savez aujourd'hui que les assembleurs de véhicules représentent à peu près moins de 20% ou disons 20% à peu près de la valeur de la société. Tout le reste vient de fournisseurs. Eh bien, les fournisseurs et les assembleurs de véhicules ont mis en place des systèmes de communication qui permettent de réaliser ce qu'on appelle des crash tests virtuels. Et donc on est capable de mesurer la façon dont le véhicule va se comporter, et ça permet de corriger éventuellement des points de design du véhicule jusqu'à ce qu'en fin de compte, au lieu de crasher 30 ou 50 ou 100 Mercedes, en fin de compte on a fait toute une série de crash tests virtuels et on en crache encore 3 ou 4. Le coût évidemment et la vitesse s'en trouvent très significativement améliorés. Et donc quand on va devoir automatiser, on va devoir communiquer parce qu'on est en global, parce qu'on doit bouger, parce qu'on rachète des sociétés, parce qu'on fait des partenariats stratégiques, et ça donne à l'informatique, évidemment, une ampleur et une ambition foncièrement différentes de ce que l'on a connu peut-être ces 20-25 dernières années. Alors ça, c'est un petit article que j'avais écrit il y a à peu près 3 ans et demi, effectivement, rien que le véhicule, donc ceci confirme un petit peu, et vous retrouverez, pour ceux qui prendront la peine de lire ceci, vous retrouvez un petit peu ce principe. Vous êtes des informaticiens pour certains d'entre vous. Vous savez ce que c'est qu'une ligne de code. Un véhicule, aujourd'hui, on estime qu'un véhicule, à l'époque, c'était 10 millions de lignes de code. Aujourd'hui, on pense que le véhicule embarque plus de 25 millions de lignes de code. Et donc, même la voiture, qui apparaît a priori comme n'étant pas de l'informatique, devient de l'informatique foncièrement. Il y a de l'intelligence dans la voiture, vraiment de l'intelligence, et qui n'est pas purement de l'automatisation d'un capteur. C'est vraiment du traitement de l'information. Et aujourd'hui, les sociétés automobiles réfléchissent vraiment comment ils vont pouvoir utiliser l'intelligence embarquée pour fournir des services additionnels. Services touristiques, services de support, services d'appel de secours automatique. On parle de plus en plus de la communication car to car. Et donc, en fait, si vous voulez, vous êtes sur une autoroute et votre voiture va détecter elle-même quelles sont les voitures autour d'elle et va gérer éventuellement les distances de sécurité, etc. Donc ça, ce sont les technologies qui viennent progressivement. Donc ce qui est important peut-être et qui a été dit sans être dit, donc vous avez effectivement un niveau qui est purement opérationnel. Donc quelqu'un avait mentionné la partie production. Donc effectivement, je produis, donc je suis très opérationnel, la donnée est relativement volatile. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la pyramide, essentiellement la pyramide des données. Donc des données relativement volatiles au niveau le plus bas. Je monte d'un cran, je mets des données à disposition du management pour des décisions de marketing, pour des décisions de vente, pour des analyses de comportement de la société. Et puis je termine au niveau le plus élevé, qui est aussi, on donne le nom de Executive Information System, où là c'est vraiment du dashboard. Donc j'ai le patron de l'entreprise qui a toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, les 20 chiffres clés qui lui permettent de gérer sa société. Et vous avez donc cette pyramide qui se met progressivement en place, qui part du plus opérationnel vers le bas, au plus stratégique, au plus long terme, et qui permet de réconcilier aussi les budgets au niveau le plus haut. Donc le business context, on en a parlé un petit peu. Donc clairement, si je regarde un peu vers le passé, à un horizon année 2000, vous n'avez sans doute pas connu ça évidemment, mais il y a eu le gros danger informatique de l'année 2000 parce qu'aucun des systèmes n'avait été prévu pour tenir compte des années 2000. On tenait compte des années 1900 et on mettait uniquement 2 digits pour l'année.
Mais dès le moment où on recommençait en 2000, donc 0,0, ça commençait à causer des problèmes pour les classifications, etc. Donc ça, c'était le problème de l'année 2000. Il y a eu le boom Internet qui est venu à peu près en même temps, qui a été un peu ralenti par l'année 2000 et puis qui a explosé dès que l'année 2000 a été. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il convient d'entreprendre pour essayer de s'aligner sur les besoins exprimés par le business. Alors, très rapidement, une réflexion. Aujourd'hui, d'après vous, est-ce que, basé sur l'évolution de la technologie, basé sur l'évolution du marché économique, est-ce que c'est l'informatique qui doit piloter la stratégie de l'entreprise ou est-ce que la stratégie de l'entreprise doit piloter l'informatique? Alors voilà une de bonnes questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez? Non, pas d'opinion? Un peu des deux? Bon, ben, clairement, c'est effectivement un peu des deux, évidemment. C'était l'exemple des banques que l'on disait tout à l'heure, où la banque intègre clairement la stratégie informatique dans sa propre stratégie. Si on est capable de stocker plus de données, si on est capable de communiquer des processus, etc., la banque doit le savoir, ça peut lui donner des idées pour développer des nouveaux produits, ou l'assurance pour développer des nouveaux produits. Mais de la même façon, effectivement, la société industrielle, vous avez vu l'exemple de l'automobile tout à l'heure, les sociétés, donc les Volkswagen, les Mercedes, les Renault, etc., réfléchissent très sérieusement aujourd'hui comment on va pouvoir intégrer cette technologie qu'on est en train d'embarquer. Et on ne peut embarquer que parce qu'on miniaturise. Si on n'avait pas pu miniaturiser, on n'allait pas mettre des gros PC dans la voiture, on n'aurait pas trouvé la place, c'est clair, on miniaturise, donc on est capable de mettre de l'intelligence dans la voiture. Maintenant, comment va-t-on utiliser ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui va nous différencier demain par l'usage de cette technologie-là? Et donc vous voyez que l'informatique va de plus en plus influencer la stratégie de la société, pour ceux en tout cas qui le comprennent suffisamment tôt. Peut-être quelques informations dans ce cadre-là. MVS, bon, c'est un slide qui est un peu ancien, mais enfin, peut-être pour vous c'est important de retenir les ordres de grandeur si vous ne les avez pas encore tout à fait en tête. MVS, c'est un operating system, peu importe. Ce sont les tout gros méga-centres, vraiment les tout gros méga-centres. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer l'évolution entre 2001 et 2003, l'évolution donc des chiffres. Alors je vous demande de regarder surtout le tableau du bas, et ça vous donne une idée un petit peu du coût du hardware, puisqu'on va parler de total cost of ownership, la part que le hardware, donc les PC, les grosses machines, peut représenter sur un budget, de même le software et le personnel. Alors vous voyez de manière très étonnante que le personnel en fin de compte est relativement stable. Par contre, clairement, les softwares prennent le pas sur le hardware. Pourquoi? Parce que le hardware est de moins en moins cher. Regardez, vous avez le prix d'un PC maintenant qui est un prix fixe quasiment sur un PC, c'est 1000 €, 900 € pour dire quelque chose, parce qu'en fin de compte, c'est le coût d'assemblage, de distribution, etc. Et on ne va pas en sortir, à mon avis, d'ici qu'on fasse un PC moins cher, à mon avis, on aura dû travailler non pas sur la technologie, mais sur les canaux de distribution, marketing, etc., mais pas sur le PC lui-même. Par contre, pour vos 900 ou 1000 €, vous voyez la capacité qui augmente chaque année, la puissance, la rapidité, les gigahertz, les gigabytes, les terabytes bientôt sur le PC. Donc le hardware diminue clairement en valeur proportionnelle. Par contre, le software augmente. Pourquoi? Parce que précisément, on dispose de plus en plus de puissance, donc on utilise de plus en plus de software, des softwares de plus en plus intelligents, de plus en plus de lignes de code pour ces softwares-là, des databases de plus en plus intelligentes, et donc la partie proportionnelle du software est en augmentation. Ça, ce sont les deux schémas driver path. Donc, la stratégie du business impacte et influence les décisions IT. Ce sont des mouvements qu'à mes yeux, on va voir de moins en moins. Ce n'est plus la stratégie du business qui va dire à l'informatique, tu dois faire ça. Mais elle peut encore le dire aujourd'hui, évidemment. Il est évident que c'est le business qui drive les investissements informatiques, dans ce sens. Mais d'un autre côté, l'aspect value creation, et ça c'est très important, puisque vous voyez peut-être, si vous lisez un petit peu des revues à caractère économique, on parle de plus en plus, et je pense que c'est une excellente chose, soyez en parenthèse, d'innovation.
d'innovation pour pouvoir se démarquer de la compétition. Hein. Et c'est particulièrement vrai dans nos pays ouest européens, hein, pour pouvoir se démarquer, puisqu'on a une main-d'œuvre qui est pour proportion gardée nettement plus chère que certaines autres zones économiques. Hein. L'innovation est un maître mot. Hein. Et donc cette flèche-là sur la droite hein, est entièrement dans la ligne de ce que j'ai expliqué, notamment pour l'informatique embarquée dans les véhicules. Et c'est quelque chose qui se retrouve encore beaucoup dans les organisations de nos entreprises, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Historiquement, l'informatique a été gérée par la finance dans la structure d'une société, et vous retrouvez encore aujourd'hui le patron de l'informatique qui dépend du CFO, donc du patron financier, du gestionnaire financier. Alors, juste pour vous donner un peu une anecdote, mais qui je pense est assez représentative, j'ai le plaisir aussi de donner cours dans le postgraduat Supply Chain ici à Louvain-la-Neuve. Et il y a 2 ans, il y avait 8 personnes dans la salle, donc ce sont des groupes de 8 à 15 personnes typiquement. Il y avait 8 personnes dans la salle et je leur demande à chacune des personnes, sans donner le nom de la société, sur une échelle de 0 à 10, de donner le niveau de satisfaction de l'informatique dans leur société. Et j'en ai 4 qui me mettent entre 0 et 5 et j'en ai 4 qui me mettent entre 5 et 10. Donc 4 qui sont plutôt contents, 4 plutôt qui sont plutôt mécontents. On discute un petit peu, on débat et puis on se rend compte en fin de compte que les 4 qui étaient plutôt mécontents avaient effectivement une informatique qui dépendait du CFO, donc du patron financier, et les 4 qui étaient plutôt satisfaits avaient un patron informatique qui reportait directement à la direction générale. Ce qui permettait sans doute d'intégrer l'informatique, si vous voulez, à la politique de société, à la stratégie d'entreprise. Donc vous voyez qu'historiquement, ceci est encore très lourd. Si vous allez voir, pour peut-être certains d'entre vous dont les parents ou des connaissances travaillent dans les banques, vous devez savoir que dans une banque, l'informatique est quelque chose de critique, c'est l'outil de production. Dans les assurances, la même chose. Vous n'avez pas d'informatique en assurance, en banque, il n'y a même plus de banque, il n'y a même plus d'assurance pour le moment. Le produit, c'est vraiment un programme qu'on développe pour créer une assurance ou pour créer un compte en banque ou pour faire des mouvements dans les comptes en banque. L'informatique, le patron de l'informatique est virtuellement le 2e ou le 3e par ordre d'importance dans une banque. L'informatique est entièrement intégrée à la stratégie de la banque. Dans le monde industriel, c'est un peu moins vrai. Et je pense que certaines industries l'ont plus ou moins déjà compris, certaines entreprises ne l'ont pas nécessairement encore compris. Donc ça, c'est une première remarque. Bien, c'est tout, l'informatique, automatisation, production, comptabilité. Qu'est-ce que l'informatique permet encore de faire ? Il y a quelque chose qui vient et qui vous paraît peut-être tout à fait naturel, mais qui quand même va avoir, je pense, un impact très important sur l'évolution et la façon dont on va utiliser l'informatique dans les années qui viennent. D'autres idées ? Puisque l'auditoire se réchauffe tout doucement. Communication. Très important en communication. Je suppose que ce que vous voulez dire quand vous dites communication, c'est échange d'emails ou que sais-je. Est-ce qu'on peut un tout petit peu élaborer sur le principe de la communication ? Communiquer quoi ? Communiquer comment ? Peut-être on peut anticiper sur la question suivante, le current business context. Peut-être pour vous aider un petit peu à créer la réflexion. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui qui est assez typique dans le contexte des affaires aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise vraiment le monde d'aujourd'hui, le monde industriel ou le monde économique d'aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. Il y a un terme un peu tabou, mais enfin... Global, certainement la globalisation, qui nécessite effectivement des moyens de communication nouveaux. Mais il y a un autre phénomène aussi qui décrit très clairement le monde économique aujourd'hui. Concurrence, oui, certainement. Je ne suis pas sûr que c'est particulièrement nouveau, mais certainement la concurrence. Mais qu'est-ce que la concurrence conduit à faire aujourd'hui? Les sociétés, qu'est-ce qu'elles font pour se prémunir de cette concurrence?
correcte. Mais il y a un phénomène qui mobilité. Acquisition. Acquisition et vente. Hein. Donc les sociétés se rachètent les uns les autres, si je peux dire, les unes les autres. Hein. Pourquoi? Pour prendre une taille critique, pour pouvoir bénéficier d'économies d'échelle. Hein. Et donc les sociétés se rachètent les unes les autres. Et ça a un impact évidemment de manière efficace, efficient, je ne sais pas comment le traduire exactement. Hein. Et donc en fin de compte, est-ce que l'utilisation des ressources que l'on a, donc le point effectively, c'est est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes, hein, et le point efficient, c'est en ayant choisi les bonnes choses, en choisissant les bonnes méthodes pour faire les bonnes choses, maintenant est-ce que les gens travaillent de manière efficace? Est-ce que leur occupation est correcte? Est-ce qu'ils produisent autant de lignes de code par jour? Etc. Ça, donc il y a une série de métriques. Hein. Donc ça, ce sont les trois axes sur lesquels on travaille. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on fait les bonnes choses suivant les bonnes méthodes? Et utilisant les bonnes méthodes sur les bonnes choses, est-ce qu'on a une productivité correcte de notre main-d'œuvre et de nos systèmes? Pas uniquement main-d'œuvre d'ailleurs, hein, mais aussi des systèmes. Hein, donc ça, ce sont les trois axes sur lesquels on travaille. Sachant qu'en matière d'application development, hein, l'application development, maintenant, ce n'est plus un petit processus, ça ne peut plus être un petit processus dans un coin qui se contente de faire une petite analyse dans un coin et puis de mettre en place un programme. Ce sont des processus intégrés, extra-compagnie, hein, qui mettent en place des processus de saisie de commandes, de paiement, de facturation, de gestion de retour, etc., hein, qui sont des choses qui se passent extra-compagnie et qui donc influencent à un moment donné même la culture d'une société, qui influencent l'organisation. Vous mettez en place une solution d'optimisation de stock et d'inventaire, par exemple, qui est liée à la prise de commande. Ça a un impact sur, dans certains cas, la culture et l'organisation de la société. Donc quand vous mettez en place un nouveau programme pour optimiser les stocks, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui vont utiliser ces programmes-là. Et que ces gens doivent être formés, qui doivent comprendre leur nouveau rôle dans la société. Donc vous ne pouvez plus vous dire, je fais uniquement de l'informatique, je fais un petit programme de développement, et puis derrière, je ne regarde pas tout ce qui se passe derrière dans la société pour que ce que je fais soit utilisé de manière correcte par la société. Alors, le modèle Total Cost of Ownership se compose essentiellement de deux axes. Hein. Comme vous le voyez, le coût de l'implémentation, donc essentiellement le coût du développement, et puis le coût des opérations qu'on pourrait essentiellement lier à la maintenance, mais pas uniquement la maintenance. Et vous voyez donc les quatre éléments identifiés dans les deux domaines, et vous voyez les pourcentages que l'on estime aujourd'hui entre le coût de l'implémentation et le coût des opérations sur une vision globale du coût. Il y a un élément qui n'est pas représenté dans ce modèle-là, hein, par rapport au débat que l'on vient de faire, et cet élément c'est c'est très simple, et peut-être on peut clôturer là-dessus, puisqu'il est à peu près 9h45. Ce qui manque là-dessus, c'est est-ce qu'on est sûr que ce qu'on va optimiser ici est effectivement ce qu'on doit faire. Hein, et donc c'est ce qu'on appelle l'alignement de l'informatique sur les besoins du business. Hein. Donc ce que je propose après le break, hein, vous prenez un break de 5 minutes à peu près, hein, ce que je propose après le break, hein, c'est que l'on réfléchisse un peu ensemble sur ce modèle Total Cost of Ownership. Hein. Ensuite, on passera quelques instants sur IT to Business Alignment, donc alignement de l'informatique sur les besoins du business. Je vous montrerai une méthodologie, un outil que nous utilisons notamment chez IBM pour ça. Hein. Et puis, il sera assez vite 10h30, je pense. Voilà, à tout à l'heure, 5 minutes. Hein. Et sur la réflexion que l'on peut avoir sur la façon dont on peut exploiter cette technologie-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle la value creation. Donc, on crée de la valeur par l'intégration de la stratégie informatique dans la définition de la stratégie globale de la société. Bien, le modèle TCO. Le modèle TCO, Total Cost of Ownership. Qu'est-ce qui peut influencer le Total Cost of Ownership? Donc, vous voyez un petit peu Total Cost of Ownership. Donc, on va regarder un petit peu tous les différentes sources de coûts en informatique. Hein. On a vu tout à l'heure hardware, software, people, mais parlons un petit peu processus. Hein. De votre point de vue, quelles sont les sources de coûts
dans un département informatique. Et ne revenez pas sur hardware, software et personnes, évidemment, mais parlons plutôt de processus. Qu'est-ce que vous voyez un peu comme source de coût? Qu'est-ce qu'il y a comme processus dans un département informatique? Ils ne sont pas chauds, c'est le lundi matin, hein, à mon avis. Ils ne sont pas chauds. Hein. Il y a eu un petit feu de paille tout à l'heure. Et puis... Ah, très bien, dans le fond en plus, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a dit? Programmation, oui, absolument, bien sûr. Et puis, j'ai mis exprès développement, hein, parce que programmation peut couvrir en fait deux aspects. Le développement et la maintenance. Et en fait, on va regarder en fait essentiellement ces deux éléments-là, pas uniquement ces deux éléments-là, mais on va regarder ces deux éléments-là pour trouver la bonne balance entre les méthodologies de développement qui permettent derrière d'avoir un coût de maintenance qui soit aussi bas que possible et surtout autant sous contrôle que possible. On parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle les systèmes legacy, donc des systèmes hérités du passé. On a encore une masse de programmes en COBOL. Je peux vous dire que trouver des programmeurs COBOL sur le marché maintenant, vous ne le faites plus. Et donc d'une manière ou d'une autre, il faut néanmoins continuer de maintenir ces programmes COBOL qui ont été écrits un jour avec la documentation telle qu'elle est. Il y a d'autres éléments effectivement au niveau des centres de coûts. C'est tout ce qui est système. On parle évidemment du hardware en tant que tel, mais aussi les gens qui gèrent le hardware, qui gèrent l'operating system, qui gèrent la database. Alors, ce que l'on observe en fait sur le marché, c'est qu'en fin de compte, dans certains cas, jusqu'à 80 à 85% du budget informatique en termes de personnel est dédié à la maintenance. Et donc ça veut dire que pour prendre un exemple bête et méchant de 100 personnes dans un département informatique, vous avez, en tout cas qui font du développement, vous avez 80, 85, 90 personnes qui font de la maintenance parce qu'il y a un bug quelque part, parce qu'il faut corriger quelque chose, parce qu'il faut rajouter une petite fonctionnalité. Donc il reste très peu de personnes pour faire de vrais nouveaux développements. Alors quand vous imaginez l'importance pour pouvoir se démarquer de faire des nouveaux projets précisément, vous dites là il y a quand même un sacré problème. Et donc l'ambition de tout ce qui se trouve derrière le Total Cost of Ownership, c'est de faire en sorte que le coût global puisse diminuer, bien sûr, tout en réservant à la couche verte, là au-dessus, la plus grande part possible. Et donc pour ça, il faut faire en sorte que cette maintenance, plutôt que de consommer 80-85% des ressources, puisse se contenter de consommer 50, 55 et peut-être même moins des ressources. Alors pour ça, on travaille sur trois axes. D'abord, on se pose la question de savoir si ce que l'on fait, c'est les bonnes choses qu'on fait. Ça, c'est l'axe tout à fait à gauche. Do the right things. Deuxièmement, les choses que l'on fait, est-ce qu'on les fait correctement, suivant les best practices. Et trois, les choses que l'on fait correctement, est-ce qu'on les fait de